Bonjour à tous, Jean-François Lévy. Bonjour et bienvenue à Idées en évolution. Merci de m'inviter, M. Labrec. Un plaisir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes toujours journaliste, conseiller politique du premier ministre Jacques Parizeau lors du référendum de 1995 et pour le premier ministre suivant, Lucien Bouchard, par la suite député du Parti québécois dans Rosemont, où j'ai vécu d'ailleurs, ministre des Relations internationales du Québec, ensuite chef du Parti québécois, fondateur du Centre d'études et de recherche internationale de l'Université de Montréal, mieux connu comme étant le Cérium, chroniqueur politique là, de nos jours dans les pages du Devoir sur les ondes de Radio-Canada et de CJAD. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'il me manque quelque chose? Non, c'est à peu près ça. C'est le tour. Avant de rentrer là, dans le sujet de l'entretien, là, qui est votre dernier livre, encore par la bouche de mes canons, j'ai écouté l'entretien que vous aviez donné cet été à Marie-Louise Arsenault, à Radio-Canada, et elle vous a fait jouer le fameux discours de Jacques Parizeau, le suivant la défaite du référendaire le 30 octobre 1995. J'ai senti une exaspération de votre part. Je pense que vous avez même dit, j'ai pas la citation devant moi, là, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de le faire? J'ai dit, est-ce bien nécessaire? Si on va écouter l'extrait, est-ce bien nécessaire? Exactement. Donc, j'ai senti une exaspération. Est-ce que vous êtes fatigué d'avoir commenté ce moment précis là, de votre carrière et de l'histoire? Écoutez, il y a un devoir de mémoire, puis je comprends que j'étais présent, puis que je suis un témoin. Puis là, on s'approche du 30e anniversaire du référendum l'an prochain, puis je suis déjà contacté pour des documentaires. Et je ne veux pas me défiler, mais je dois dire que je ne le fais pas avec un grand enthousiasme parce que c'est ça, on en a parlé, on a parlé sur le champ, on a parlé au 5e anniversaire, au 10e, au 15e, au 20e, au 25e, ça c'est le 30e. Et le problème avec le vieillissement de la population, c'est que est-ce qu'on en parle comme ça tous les 5 ans? Est-ce qu'on pourrait s'entendre sur au moins tous les 10 ans, puis plus on s'éloigne tous les 20 ans? Bon. Et donc, au début, bon, je ne peux pas dire que c'était un plaisir parce que c'était un moment extraordinairement intense et à la fois une tragédie. Le discours de M. Parizeau pour lui et pour nous, et le fait qu'on n'a pas utilisé la fenêtre de 2026 pour faire l'indépendance, pour moi, ça m'intéresse encore plus. Mais donc, oui, oui, il y a une exaspération, mais j'accepte que ça fait partie de mon devoir de mémoire de revenir là-dessus de temps à autre. Donc, passons aux choses sérieuses. On vous reçoit dans le cadre de la publication de notre dernier livre, comme mentionné encore par la bouche de mes crayons, qu'on peut acheter directement sur votre site web, gflisé.org, c'est bien ça? Oui, ou sur la boîte à liser, puis on peut demander une dédicace personnalisée. Il y a beaucoup de gens qui passent par là pour donner un cadeau. Alors, ils l'achètent, ils demandent de faire une dédicace à quelqu'un à qui ils vont donner un cadeau. Ça me fait plaisir de le faire. Ah, OK. Très bonne idée. C'est votre compagnie, en gros. Oui, c'est ma petite boîte d'édition. Oui. Donc, dans vos textes provenant de vos chroniques publiées dans les pages du Devoir, vous discutez de différents sujets, des questions des programmes d'enseignement, des questions de genre à l'école, en passant par la censure jusqu'aux questions d'identité, l'assimilation des Québécois et des francophones, des conflits internationaux et sans oublier l'intelligence artificielle aussi. Donc, vous ratissez assez large tout de même. Mais en lisant et réalisant certains de vos textes, j'en avais lu quand même la grande majorité, je voudrais, dans le Devoir, là, au moment où vous l'avez publié, qui critique les excès d'une idéologie qu'on nomme communément woke. J'ai le même sentiment que Stéphane Bureau lors d'un autre de vos entretiens à Contact, c'est-à-dire que certains pourraient bien en faire la lecture et ça les porterait à vous classer, mettons, peut-être à droite ou du moins centre-droit. Et non le social-démocrate convaincu que vous êtes, à l'image du Parti québécois, là, si je peux me permettre, dont vous avez été le chef, rappelons-le. De votre point de vue, qu'est-ce qui se passe à gauche en ce moment pour qu'on commence à confondre à ce point-là les gens et les idées? Bon, ben écoutez, moi, je me définis toujours comme un social-démocrate non woke. Et pourquoi? C'est que moi, je vais vous donner un exemple. Donc, j'étais présent avec M. Bouchard à Pauline Marois lorsqu'on a créé les centres de la petite enfance et donc généraliser les garderies à faible coût. Ça a eu un impact pour la cause des femmes, parce que le nombre de femmes québécoises qui ont pu entrer au marché du travail grâce à un service de garderie
est toujours imparfait, mais enfin qui est beaucoup plus présent qu'il ne l'était à l'époque, c'est une bataille féministe qu'on a réussi à mener. Mais c'est aussi une bataille pour l'égalité raciale et l'égalité trans-religieuse, puisque on regarde aujourd'hui la participation des Québécoises d'obédience musulmane au marché du travail québécois comparativement à l'Ontario. Et elles participent beaucoup plus au marché du travail québécois que les Ontariennes musulmanes. Pourquoi? Est-ce que c'est une politique wokiste qu'on a appliquée en disant, on se rend compte que les musulmans ne sont pas suffisamment présents sur le marché du travail, donc, selon la théorie du racisme systémique, on dirait, il faut prendre des mesures spécifiques pour que les musulmanes soient aussi intégrés au marché du travail que les autres. Nous, on l'a fait avec une mesure social-démocrate d'application générale dont nous savions que les principaux bénéficiaires seraient les femmes qui veulent travailler et qui, pour l'instant, ont des difficultés à le faire. Et il y avait là-dedans des musulmanes, des noirs, des blancs, des gens de toutes les régions. Et pour moi, cette mesure social-démocrate montre que ça doit être notre première réponse à une inégalité. Est-ce qu'il y a une mesure générale qui s'adresse à tous les gens qui sont en besoin et qui va faire en sorte de les monter tous? Et d'ailleurs, les gens le savent peu, mais le programme québécois des garderies est moins cher ou gratuit pour les gens qui sont en bas de l'échelle. Alors donc, il y a déjà à l'intérieur du programme une modulation favorable aux gens qui sont encore plus en difficulté financière. Et donc ça, on essaie de sortir tout le monde de la pauvreté. Alors que, d'un point de vue woke, ce qu'il faut faire, c'est mesurer les inégalités par religion ou par genre ou par race et travailler seulement sur ces écarts-là, ce qui fait en sorte, je vais vous donner un autre exemple, aujourd'hui, pour être cadre à la Ville de Montréal, donc c'est l'idéologie du racisme systémique qui s'impose. Donc, si vous postulez et que vous êtes dans n'importe quelle des catégories qui sont visées, c'est-à-dire les LGBT, les Noirs, les Arabes, etc., vous avez des points supplémentaires pour avoir le poste de cadre. Mais si vous êtes un pauvre blanc de l'Est de Montréal, vous êtes considéré comme la majorité privilégiée. Et donc, il n'y a rien qui est fait pour vous sortir de votre pauvreté, même si, d'ailleurs, c'est même pas mesuré. Si on pose la question, quelle est la proportion de gens pauvres de l'Est de Montréal qui sont cadres de la Ville de Montréal, nous ne le savons pas, parce que nous ne le mesurons pas, parce que ce n'est pas une catégorie considérée comme défavorisée. Alors, c'est la différence entre les deux. Moi, je dis, très bien, faisons un pas de plus. On s'entend que pour le logement, évidemment, tous les pauvres ont de la difficulté à se loger et ça prend des mesures d'application générale, mais je suis tout à fait conscient que des gens qui sont d'origine arabe ou noire ont plus de difficultés à se loger que les autres. Bon, 95 de ceux-là se logent, très bien, mais il y a quand même une discrimination contre des minorités de couleur. Moi, je suis d'accord que ça existe. Moi, la proposition que je fais depuis 2018, c'est que qu'on envoie des inspecteurs essayer de se loger, un noir, un blanc, un arabe qui se ressemblent, qui ont le même profil financier et qu'on prenne en flagrant délit les cas de refus de certains propriétaires alloués à des noirs et à des blancs, à des noirs plutôt qu'à des blancs, et qu'on les mette à l'amende, comme on le fait pour les dépanneurs qui vendent des cigarettes à des mineurs. Le ministère, je ne sais pas si c'est le ministère de la Santé, la police envoie des jeunes de 15 ans acheter des cigarettes. Et s'ils réussissent à en acheter, mais c'est la preuve qu'un délit a été commis. Alors moi, je trouve que le tabagisme, il faut lutter contre, mais le racisme aussi. Alors, il y a des mesures à prendre lorsqu'on voit qu'il y a une inégalité qui dépasse de la politique social-démocrate. Je suis d'accord avec ça. Mais il ne faut pas tout voir à travers l'angle racial
et d'abord toujours essayer de lutter contre les inégalités avec des mesures qui punissent plutôt qu'avec des mesures qui divisent. Oui, tout à fait. Mais si je peux me permettre, là, avant qu'on passe à la prochaine question, j'ai eu le sentiment, là, vous parlez de politique appliquée, mais je parlais plus au point de vue idéologique. J'ai l'impression, pour l'avoir vécu moi-même, là, que la gauche, qu'on pourrait dire woke, a dépassé la gauche social-démocrate par sa gauche, justement, dans un excès ou dans un zèle idéologique, si on peut dire. Et ça a transformé de par défaut, là, contre leur propre volonté, les gens qui se disaient de gauche en soudainement des droitistes. Il n'y a pas quelque chose au point de vue idéologique, je veux dire, en termes de grands mouvements, là, si on peut dire, dans l'histoire, qui est inquiétant, ou du moins peut-être pas inquiétant, mais qui est normal aussi qu'on aurait dû voir. C'est plus là, j'essaie de voir exactement qu'est-ce qui se passe d'un point de vue de quelqu'un qui clairement est à gauche. Ça doit être particulièrement frustrant. Ben, les sociaux-démocrates ont toujours été accusés d'être trop mous par tous ceux qui étaient à leur gauche. On se souvient que les communistes étaient contre les socialistes. Maintenant, c'est les wokistes. Moi-même, j'ai été à l'extrême gauche quand j'avais 18-19 ans. Alors, on parle du siècle dernier, des années 70 et 80. J'étais maoïste. Et pour nous, le Parti québécois est un parti bourgeois. Et je suis allé dans des manifs où j'ai scandé Parti québécois, Parti bourgeois. D'ailleurs, lorsque je suis devenu conseiller de M. Parizeau, je m'en suis confessé. Je vais écouter. On a tous été jeunes, alors c'est normal. Bon, alors c'est moins normal qu'à 40 ou 50 ans, des gens continuent à être intransigeants. Donc, l'intransigeance, c'est une maladie infantile du progressisme. Mais d'ailleurs, on disait à une certaine époque que le communisme était un humanisme qui avait mal tourné. Pour les dictateurs communistes, on sait très bien qu'ils font ça pour le pouvoir, mais pour les militants communistes, c'est une réelle volonté de justice sociale, mais qui a mal tourné. Le wokisme est un progressisme qui a mal tourné. Donc, il y aura toujours... Et moi, je pense qu'au Québec, et j'en parle dans mon premier livre, Par la bouche de mes crayons, que j'ai publié l'an dernier, le Québec n'est pas un endroit sûr, c'est-à-dire un safe space pour le wokisme. On est sûrement le lieu où on a développé le plus d'anticorps pour empêcher le wokisme de devenir dominant. En Ontario, dans certains États américains, ils n'ont pas ce type d'anticorps. Je pense qu'on est au début d'un ressac. Et ce que je trouve dommage, c'est que la droite utilise le wokisme comme un levier, comme un marchepied pour prendre le pouvoir et donc faire le contraire de ce que les sociaux-démocrates veulent faire. Oui, tout à fait. Dans la section identité anti-québécoise, le problème avec les Kebs, vous avez conclu, et je cite ici, là, ce qui se déroule devant nous, c'est le détricotage, voire la déchirure du tissu identitaire québécois. Fin de la citation. Non seulement j'ai vu quelque chose de similaire là, pour avoir né et grandi à Montréal, mais j'ai l'impression de lire dans les différents articles là, qui constituent cette section la suite du livre de Rhapsodie québécoise de Kost Verbucci, que vous devez connaître. Et je vous dirais même la suite des épisodes des accommodements raisonnables autour de 2007. Tout ça se passait un peu en même temps, moi. On dirait qu'il y avait une séquence. On culmine en gros avec la série d'articles que vous aviez publiés dans les pages du Devoir. Qu'est-ce que les incidents et constats que vous portez de l'avant indiquent sur la question de l'immigration au courant des 50 dernières années? Et qu'est-ce que ça nous dit sur l'avenir du Québec quand on pense au seuil record d'immigration qu'on traverse en ce moment au Québec et au Canada? Là, c'est pas que le Québec, mais on centre-nous sur le Québec. Là. Cette chronique-là, juste pour résumer pour les auditeurs, j'explique comment dans des écoles secondaires privées et publiques au Québec, en ce moment à Montréal, dans des écoles où les Québécois francophones d'origine sont souvent minoritaires, il y a un genre de discrimination un mépris envers le français, alors que ce sont des écoles francophones, et envers la culture québécoise. Et donc, j'ai des anecdotes de professeurs et d'élèves qui disent, nous, quand on parle de culture québécoise dans nos cours, on se fait d'abord traiter de raciste, puis on se dit qu'il n'y en a pas de culture québécoise. Ça n'existe pas. Puis en fait, on est des empêcheurs. Vous nous obligez à parler français, même. C'est des choses qu'on entend. Et j'ai des lecteurs et des lectrices qui, en lisant ça,
ont pleuré. Et ils m'ont dit, on a pleuré en lisant votre article parce que c'est comme si c'était la défaite de la culture québécoise dans nos propres écoles, pour nos propres élèves. Et ces choses-là étaient dites, évidemment, par des membres de minorités maghrébines, haïtiennes. Il n'y en a pas tous, certains, surtout des garçons, beaucoup moins des filles, mais aussi internalisés par des Québécois francophones qui reprenaient ce discours-là. Et à la suite de la publication de la première chronique, il y a eu une jeune femme qui a écrit dans Le Devoir que non seulement elle se reconnaissait là-dedans, mais elle témoignait avoir nié sa propre identité québécoise pendant tout son secondaire pour être cool. C'était la seule façon d'être cool. C'était de jamais dire qu'on aimait le Québec, qu'on aimait la société québécoise, sa culture, etc. Et là, elle voyait le vide identitaire que ça avait créé chez elle pendant ces années-là. Alors, qu'est-ce que ça dit plus généralement? Mais ça dit que dans notre état social et politique actuel, principalement à Montréal, la société québécoise est incapable d'être attractive pour un certain nombre de ces nouveaux arrivants. Et non seulement elle est incapable d'être attractive, mais se développe un genre de sous-culture anti-québécoise à l'intérieur de son propre système scolaire. Alors, il y a beaucoup de raisons à ça, mais au-delà de ce que ces jeunes disent, et puis j'ai parlé à Raphaël Provost, qui est un spécialiste des écoles et de la tolérance et qui fait des tournées avec son organisme, c'est que les Québécois sont des losers, finalement. Et je pense que le fait qu'on se soit dit non à 2 référendums, le fait qu'on soit dans un genre de précarité identitaire où le Canada dit ici, il y a 2 langues officielles, le Québec dit non, il y en a juste une, qui est le plus fort des deux? Pour quelqu'un qui déménage au Canada et qui est citoyen canadien, il se dit, là, c'est le Canada le plus fort. Le Canada dit qu'il y a 2 langues, dont l'anglais. Là, je suis dans un genre de province qui est un genre de municipalité, on ne sait pas trop, qui nous dit le contraire. Je regarde l'Amérique du Nord, je regarde qui sont les vainqueurs, je regarde quelle est la langue du commerce, la langue des puissants, c'est l'anglais. Puis le destin a fait que je suis arrivé dans ce genre de région qui est l'empêcheur d'angliciser en rond, puis des gens qui n'ont pas la colonne vertébrale pour se dire oui à un référendum, ce genre de chien qui jappe mais qui ne borde jamais. Et donc, pour moi, c'est extrêmement difficile de renverser cette tendance tant qu'on n'aura pas posé un geste de victoire, et le seul geste de victoire disponible, c'est l'indépendance. Mais pour vous, les seuils d'immigration ne jouent pas un rôle là-dedans? Oui, ils jouent un rôle parce qu'il y a une question de masse critique. Là, quand on voit, quand on voit que la proportion de Québécois qui sont nés à l'étranger ou qui sont des enfants de personnes qui sont nées à l'étranger atteint 50, 60, parfois 85% dans certaines écoles primaires et secondaires québécoises, comment voulez-vous que les 15% restants soient une force assimilationniste alors qu'ils sont minoritaires et qu'en plus, ils sont en situation de précarité identitaire? Alors ça, c'est une mission impossible. C'est pourquoi dans la question de l'immigration, il y a la question économique, il y a la question linguistique, mais il y a aussi la question identitaire. Un petit peuple minoritaire en Amérique du Nord ne peut tout simplement pas, même si on était souverain, on ne pourrait pas assimiler à la culture québécoise autant de gens en même temps. C'est tout simplement mathématiquement et sociologiquement impossible. Oui, tout à fait. Peut-être avant de passer à la prochaine section, je peux rajouter un petit commentaire personnel. Quand j'ai mentionné le livre de Cosimo Verbucci et vos chroniques, ainsi que la crise des accommodements raisonnables, j'avais l'impression qu'il y avait un décalage de génération, parce que ma génération, le née dans les années 80, avait vécu, en fait, ce que vous avez décrit, ce que Verbucci avait décrit aussi. Mais avant, je vous dirais, je nomme ces deux-là parce que vous-même et Verbucci, ça me semble être complet et bien décrire la situation. Mais c'était vécu au quotidien, mais pas verbalisé, pas écrit encore. Ça n'a pas été rédigé par quelqu'un dans une espèce de thèse structurée. Et donc, il y avait un décalage. J'ai eu l'impression personnelle que les générations avant la mienne se sont réveillées soudainement avec vos articles. Et encore une fois, le livre de Verbucci, qui n'avait peut-être pas eu le même impact, qui avait un impact considérable, je pense, mais surtout chez les intellectuels.
Oui, Ça n'avait peut-être pas percé là, le grand public autant qu'on aurait pu le souhaiter, mais c'est l'impression que j'avais eue. ouais, ben on va dire un mot parce que ce livre, Rhapsodie québécoise, que j'ai adoré, donc Mhm. d'Akos de Ramochi, raconte comment lui, un immigrant roumain, a été scolarisé en français dans l'West Island. Et Dans l'ouest de l'île. à Je crois l'ouest qu'il de est à l'île. Côte-des-Neiges, en fait, le pas West Island. Là. C'est ça. Alors, et il raconte comment il n'y en avait pas de Québécois francophones dans ces classes-là. Mhm. C'était des immigrants ensemble qui étaient scolarisés euh, en français et c'est comme si le Québec n'existait pas. C'est ce genre de pays étranger dont on nous parlait dans certaines de nos classes. Et puis, mais là, ce que je raconte, c'est que ça se passe aussi, pas dans l'ouest de l'île, pas à Notre-Dame-de-Grâce, mais ça se passe dans des écoles de l'est de Montréal, dans des quartiers historiquement francophones de l'est de Montréal, et où il y a des profs qui disent, moi, genre, je vais en région. Je vais dans le Québec profond pour arrêter d'entendre des gens qui disent du mal de ma nation. Bon, on est sur la question de la langue, question de l'identité. Vous parlez aussi, bien sûr, d'assimilation linguistique là, au Québec. Vous parlez je cite, d'un point de bascule, d'un seuil critique où les choses pourraient devenir irréversibles à la défaveur du français du Québec francophone. Pour en avoir discuté de ce sujet avec Frédéric Lacroix, ces derniers est très pessimiste et pense que ce fameux le point de bascule irréversible pourrait se pointer dans les prochaines décennies, pas dans le prochain siècle. Là, ça pourrait être 2040, 2050 ou plus tard, peut-être même avant. Donc, ce qui est demain à l'échelle de l'histoire. Là. J'ai l'impression que j'entends ce discours depuis un certain temps, par contre, je veux dire quelques années, sinon peut-être 10 ou 20 ans là, au minimum. Que diriez-vous au plus pessimiste à propos de l'avenir de la langue au Québec? Je leur dirais que ce genre de discours-là, justifié, se tenait dans les années 70. Alors, je dirais aux pessimistes que le même discours était tenu dans les années 60 et 70 sur l'anglicisation, le visage anglophone de Montréal, etc., et que la loi 101 a permis ce qu'on doit désigner maintenant comme un répit. Un répit, donc une décélération de l'anglicisation, surtout dû, nous le savons maintenant, pas tellement à la loi 101 elle-même, mais à la composition linguistique de l'immigration pendant un certain nombre d'années, avec des gens qui étaient plus susceptibles de s'intégrer aux francophones que la composition de l'immigration qu'on a eue depuis le début des années 2000, où c'est des gens qui sont, on appelle ça francotropes ou anglotropes, c'est-à-dire qui sont plus enclins à aller dans la communauté anglophone. Quoi qu'il en soit, donc, je dis ça parce que le déclin est réel et si rien ne change, il est certain. Mais comme la génération précédente avec la loi 101 qui a réussi à mettre, disons, un cran d'arrêt au déclin, il nous est possible de mettre un cran d'arrêt au déclin aussi. Mais pour ça, ça prend des mesures vigoureuses. Je pense qu'il y en a une, c'est l'indépendance du Québec. Je pense qu'elle est devenue la mesure structurante la plus importante pour modifier le déclin démographique du français. Mais évidemment, moi, je l'ai dit depuis une quinzaine d'années, si on n'exige pas la connaissance du français au point d'entrée pour tous, sauf les réfugiés politiques, on n'y arrivera pas. On ne peut pas. Il y a un texte dans mon dernier livre qui s'appelle L'autre remède imaginaire. La francisation de gens qui arrivent ici sans parler le français, c'est un mirage. Je veux dire, chaque personne qu'on francise est un succès, mais c'est comme, et d'ailleurs, la CAQ a triplé les sommes dévolues à la francisation, et je donne cet exemple, c'est comme si avant la CAQ, on essayait de vider le lac Saint-Jean avec une cuillère à thé, puis maintenant, on le fait avec une cuillère à soupe. Et donc, on a augmenté notre capacité, mais on finira jamais de vider le lac Saint-Jean. Puis en plus, il y a des rivières qui s'y jettent. Et puis, on n'a pas bloqué les rivières qui s'y jettent. Alors, c'est la même chose. Le commissaire à la langue française, Benoît Dubreuil, a dit, écoutez, juste pour les temporaires qui sont ici, ça coûterait 13 milliards de dollars à les franciser correctement là, pour qu'ils puissent souper chez nous en parlant français. Là. Donc, pas être physicien nucléaire. Et donc, c'est un autre mirage, cette idée de la francisation qui nuit à notre compréhension de l'ampleur du phénomène. Bien sûr, rédiger un livre qui s'appelle « Pourquoi la loi 101 est un échec ».
Admettons présumons ici là, que son constat est le bon. La loi 101 n'a pas réussi. Vous l'avez mentionné là, principalement parce que fait que le français ne s'est pas effondré depuis les années 70, c'est que l'immigration était francotrope. Principalement, ça fait que ces gens étaient naturellement plus enclins à apprendre le français, mais la loi 101 n'aurait pas eu les effets qu'on croit qu'elle a eu. Est-ce qu'il y aurait une loi 102 qu'on devrait adopter à partir de maintenant? Ben moi, je proposais la loi 202 quand je cherchais C'est encore mieux. québécoise. Pour vraiment passer à l'autre vitesse, il faut admettre que la CAQ, avec la loi 96 et le plan d'action, ont pris un certain nombre de mesures structurantes qui n'avaient pas été prises précédemment. Ça, moi, j'admets ça, mais leur énorme tragédie, finalement, c'est que d'une main, ils ont posé des gestes conséquents, pas suffisamment, mais conséquents, mais de l'autre main, ils ont présidé à la plus grande marée d'immigration anglicisante de l'histoire du Québec. Mais le provenant d'Ottawa, pour être franc, c'était pas nécessairement eux qui ont voulu ces centaines de milliers-là de temporaires et ces étudiants anglophones aussi. Là. Bon, alors là, il faut dire qu'il y a une responsabilité partagée. Quand le bar ouvert a été ouvert par les fédéraux. Mais lorsque la CAQ est arrivée il y a 6 ans, il y avait déjà des premières indications que c'était un tsunami. Et ils ont mis 3 ans avant de recevoir un rapport de Pierre Fortin et Marc Ternotte qui leur disait qu'il y avait une perte de contrôle absolue et qu'ils avaient un certain nombre de leviers pour agir qu'ils n'avaient pas utilisés. Et ça a pris encore 2 ans avant qu'ils se mettent à se rendre compte de la gravité de la situation et qui même, c'est juste, là, on est dans la 6e année, ils viennent juste d'annoncer une mesure microscopique pour contrôler leurs propres immigrants temporaires. Et même lorsqu'ils ont dit, je pense qu'il y a 1 an et demi, bon, on va obliger, pour ceux qu'on contrôle, on va demander aux immigrants qui sont sur des permis temporaires, si vous voulez renouveler votre permis après 3 ans, on va dire oui seulement si vous avez atteint en français un niveau 4. Le niveau 4 en français n'est pas suffisant pour travailler au McDonald's. C'est un niveau extrêmement faible. On parle de quoi exactement, niveau 4? Le niveau 4, on ne peut pas écouter un film, on ne peut pas avoir une conversation soutenue. On peut, si on est aidé, on peut aller faire son marché, OK, mais avec de l'aide. OK? Bon. Alors, c'est vraiment, il y en a 12 niveaux. OK? Pour entrer à l'université McGill, si on n'est pas un anglophone, ils nous demandent le niveau 9 au point d'entrée. OK? Alors, donc, on voit entre 4 et 9, hein, à partir de 6, 7, 8, à partir de 6, on peut travailler au McDo, on peut avoir un échange simple sur des choses répétitives. OK? À partir de 8, on peut aller voir Martin Matt, OK? Puis comprendre ce qui se passe. Bon. Alors, donc, à 4, c'est ridicule. Ils ont dit, nous, on demande 4 et on demande au fédéral d'appliquer la même chose. Ben, écoutez, non, vous n'avez pas compris l'ampleur de la difficulté. Moi, je dis depuis des années, pour les Britanniques, et on n'a pas entendu dire que l'anglais était en déclin, les Britanniques réclament depuis une dizaine d'années, au point d'entrée, une connaissance supérieure de l'anglais, 5 ou 6, à tous, y compris les temporaires. On ne peut pas être travailleur temporaire en Angleterre si on n'a pas démontré au point d'entrée un niveau 5 ou 6. OK? Alors, pourquoi est-ce que dans une nation où le français est fragile, on est moins exigeant qu'une grande nation qui a la langue internationale? Pour avoir vécu à Londres, au Royaume-Uni, là, pendant un peu plus d'1 an, je peux vous dire que les Britanniques, ont certaines craintes envers la qualité de l'anglais en premier lieu. Étant donné que la majorité des anglophones, si je peux dire, à Londres, on doit être proche du 40-50% de la population pour qui l'anglais est la langue seconde, disons-le comme ça. C'est juste un à côté, hein. Entre parenthèses. J'aimerais prendre une seconde pour interrompre cet entretien pour simplement vous rappeler de, s'il vous plaît, vous abonner, partager, liker, aimer. C'est la forme de rémunération principale, à peu près unique, d'un balado comme celui-ci. Donc, si vous pouviez faire la chose, donc, comme j'ai dit, partager, abonner, liker, en parler à vos amis, tout simplement, ça serait grandement apprécié. Et sur ce, de retour à l'entretien. Merci. Vous avez été conseillé
Vous êtes le conseiller principal de Jacques Parizeau dans la préparation de la stratégie référendaire de 1995. Vous avez parlé de l'indépendance à plusieurs reprises. Vous avez été chef du PQ, comme je l'avais mentionné, un parti qui trône maintenant au sommet des sondages et un parti qu'on disait au seuil de la mort juste avant les élections de 2022. La question d'un troisième référendum est donc d'actualité, alors que Paul Saint-Pierre Plamondon annonce un référendum s'il devait constituer la majorité en 2026. Bien sûr, d'ici 2030, présumant un gouvernement péquiste majoritaire en 2026, oui, ce qui est loin d'être une certitude, mais ce qui est concevable, disons, à ce point-ci. Quelle serait votre stratégie dans un tel contexte pour le Parti québécois? Admettons que vous redeviendriez chef. Ça n'arrivera pas, mais ce que je dis à mes amis péquistes, c'est votre problème, c'est que vous avez une pénurie d'indépendantistes. Il n'y a pas assez d'indépendantistes. Alors, ce que vous devez faire, parce qu'on peut, nous, quand on a pris le pouvoir avec M. Parizeau en 1994, il y avait 40% des Québécois du plan qui étaient fermement indépendantistes, fermement. Et dans les années qui avaient précédé, c'est-à-dire 90, 91, 92, 93, il y en avait plus de 50% qui avaient dit « on est d'accord avec l'indépendance ». Et là, il y avait une séquence favorable, par contre, avec les échecs des différentes négociations, en ce cas, pour le fédéralisme canadien. Exactement. Exactement. Donc, on était dans une séquence qui avait été favorable. On avait, notre objectif, c'était, on part avec 40 fermes et on doit retrouver 10, 11 ou 12% de ceux qui ont été souverainistes récemment pour gagner le référendum. Et on est arrivé en un an, avec le référendum de 95, à en retrouver 10. On est parti de 40, on s'est rendu à 50. D'après moi, on a gagné le référendum, mais cette victoire n'a pas été homologuée. OK? Mais en tout cas, pour les fins de la discussion, la difficulté que ça nous a pris de passer de 40 fermes à 50 était gigantesque et on a créé la plus grande coalition indépendantiste de notre politique, d'ailleurs, de notre histoire. Et on avait Jacques Parizeau, Michel Bouchard et Mario Dumont à tirer dans la même direction. Et contre nous, il y avait quelqu'un de détesté qui était Jean Chrétien et quelqu'un d'assez détesté qui était Daniel Johnson, alors chef du Parti libéral du Québec. Le seul qui était un peu aimé, c'était le jeune Charles Charest. Bon. Alors, ce que je dis à mes amis péquistes, là, si vous prenez le pouvoir en 2026, en ce moment, il y a juste 20% de gens qui sont fermement indépendantistes. Il y en a 35, 36 qui disent, s'il y avait un référendum aujourd'hui, je dirais oui, mais quand on regarde la solidité de leur vote indépendantiste, il y en a seulement une vingtaine. Et puis, on ne peut pas se retourner il y a 2 ans, il y en avait 50%. C'est pas vrai, ça. C'était à peu près 20% de fermes et 35% jusqu'à 40% de moins fermes ces dernières années. Donc, j'étais content de voir qu'ils ont fait de la publicité indépendantiste. J'étais content de voir qu'ils ont fait le budget de l'an. Je suis content de voir qu'ils vont refaire la pédagogie indépendantiste parce que le danger, c'est qu'ils se retrouvent au pouvoir, mais n'ayant pas suffisamment d'indépendantistes pour déclencher un référendum potentiellement victorieux. Et moi, j'ai vécu ça avec M. Parizeau en 94-95. Même si nos chiffres étaient bien meilleurs, le fait qu'on n'ait pas une perspective de victoire a créé un débat interne énorme. T'sais, une fois qu'on avait été élu avec l'engagement de tenir un référendum, c'est pas juste nos opposants qui disaient qu'il ne fallait pas le faire. Il y avait un certain nombre de nos partisans qui disaient ça. C'est une possibilité réelle, parce que de mémoire, j'étais très jeune à l'époque, je suis un enfant, mais la campagne le disait à peu près ouvertement, la campagne de 94, je veux dire, la campagne électorale pour former l'Assemblée nationale, là, je ne parle pas de la campagne de 95. Ceux qui votaient pour le PQ comprenaient très bien qu'on allait avoir un référendum dans les 4 ans qui suivent, ou du moins très, très rapidement après l'élection d'un gouvernement majoritaire du Parti québécois. Et là, vous disiez qu'à l'interne, c'était pas si sûr que ça, en fait. Après l'élection, bien sûr. Après l'élection, oui. Alors, l'élection, on a eu 44% du vote à l'élection. C'est énorme. Ben, c'est énorme maintenant. Mais à l'époque, non. Parce que le Bloc québécois avait eu, ils avaient eu, je pense, 47-48%.
Les péquistes, moi, c'est arrivé après l'élection, mais je sais qu'ils espéraient avoir près de 50 pour avoir ce tremplin vers le référendum. Et donc, il manquait 6 points pour avoir 50 ensuite, les sondages ne nous montraient pas gagnants. Et donc, même si l'engagement était très clair, M. Parizeau avait dit à maintes reprises, nous allons tenir un référendum dans 12 à 18 mois. Ça, c'était son engagement. Et des gens, dont Lucien Bouchard, Bernard Landry, plusieurs autres, disaient « Eh non, il ne faut pas, parce qu'il ne faut pas perdre. » Alors, c'est une situation que je ne souhaite pas à Paul Saint-Pierre Plamondon et à son entourage. Et c'est pourquoi le seul conseil gratuit que je leur donne, c'est faites le maximum pour augmenter le nombre d'indépendantistes d'ici 2026, parce que c'est ça qui va être déterminant pour la suite des choses. Est-ce qu'il ne manque pas une conjoncture? Par contre, des fois, j'ai l'impression que la crise migratoire, si on peut l'appeler ainsi, là, l'initiative du siècle, si vous préférez, si vous ne voulez pas appeler ça une crise, pourrait être le catalyseur, mais ça pourrait ne pas l'être aussi. Il ne manque pas une conjoncture qui ferait que, justement, on passerait du 20 ferme à 40 ferme, indépendamment de ce que le PQ ou tout souverainiste ferait, dans le sens où, des fois, c'est les circonstances qui font que le produit final est possible en politique, pas tellement le politicien ou le parti politique. C'est sûr qu'avant 1995, il y avait un moment clé qui était l'échec de l'accord du Lac-Meach. Les Québécois s'étaient convaincus que si on était très modeste, puis on demandait aux Canadiens de nous reconnaître pas comme nation ou comme peuple, mais seulement comme société distincte, ça serait correct. Et le refus des Canadiens de même reconnaître qu'on était une société distincte a choqué énormément de Québécois qui sont devenus souverainistes pendant un certain nombre d'années à ce moment-là. Évidemment, si un moment comme ça existait, ça changerait les choses. Ça avait vraiment concentré l'opinion des Québécois de façon très forte. Maintenant, dans l'autre sens, ce qui est nouveau ces années-ci par rapport aux années précédentes, c'est que en 1995, le gouvernement canadien était encore perçu comme un genre d'étalon hors de compétences. Eux sont compétents. Nous, notre gouvernement, c'est carré, mais eux autres, au fédéral, ils l'ont l'affaire. Ils savent comment faire fonctionner les choses. Ça a été détruit au cours des 5 dernières années avec l'incompétence sur les passeports, puis Arrive-Can et tout ça. Maintenant, il n'y a plus cette idée que il faut rester au Canada parce qu'au moins, eux savent comment organiser les choses. Et ils ont une présence internationale très forte aussi. Mais là, c'est plus le cas. On est même plus capable d'être au Conseil de sécurité des Nations unies. Trudeau a vraiment dilapidé une partie de notre présence internationale. Donc, il y a une baisse de la valeur de rester dans le Canada. Et la deuxième chose qui est beaucoup plus forte maintenant, c'est qu'il y a une pluralité de Québécois qui pensent que la disparition du français est vraisemblable, sinon certaine, si on reste dans le Canada. Ça n'existait pas maintenant. Si autant de gens disaient « je vais voter oui », qu'il y en a qui disent qu'on va disparaître si on reste dans le Canada, on serait plus proche du 50 Et donc, il y a cette prise de conscience de la précarité de notre identité puis de notre langue qui joue en faveur d'une décision indépendantiste. Elle ne s'est pas encore complètement déployée, elle ne s'est pas encore complètement traduite dans le vote indépendantiste. Mais ça, c'est un vecteur de croissance qui est assez fort. Vous aviez déclaré avoir sauvé le parti en 2018. On se rappelle qu'il y avait quand même eu une certaine défaite en 2018, là, mais c'était la moitié de QS à l'époque qui était encore en position de force, là, relativement. Et que vous aviez payé cher par la suite. Vous avez sauvé le parti, mais personnellement, ça vous avait coûté cher. Maintenant que la conjoncture semble être plus favorable au PQ, et là, on discute stratégie référendaire avant même que le PQ ait gagné une majorité, là, mais admettons encore une fois que le Parti québécois en 2026 remporte une majorité, qu'on rentre dans une période potentiellement référendaire. Est-ce que vous penseriez retourner en politique si on vous le demande, surtout si on vous le demanderait? On me l'a demandé, puis j'ai dit que je n'avais pas l'intention de me porter candidat à l'élection 2026. Ensuite, quel rôle je pourrais jouer? C'est sûr que je vais être utile, mais peut-être que je suis utile en faisant ce que je fais en ce moment. Comme il y a une pénurie d'indépendantistes, est-ce que c'est préférable que je sois dans l'espace public à convaincre des gens d'être pour l'indépendance? C'est peut-être ça la meilleure chose à faire, mais pour le reste, c'est trop tôt pour le dire. Puis on parle d'indépendance, et je pense pas un secret, là, vous êtes indépendantiste.
Mais en faisant mes recherches, il y a personne qui nous a demandé d'où est venue cette conviction profonde intellectuellement d'être souverainiste. Donc, qu'est-ce que fait en vous là, que vous êtes devenu souverainiste à une certaine époque? Bon, d'abord, moi, j'ai grandi à Thetford Mines, qui était une ville très syndiquée, très politisée. Évidemment, à l'époque, et j'ai aussi, disons, un biais familial parce que le cousin de mon père, c'est Doris Lucier. Doris Lucier, qui était un comédien, mais aussi un philosophe et un indépendantiste, un ami de René Lévesque. Et lui, il nous en parlait. Et mes cousins à moi, mes autres cousins un peu plus de mon âge, mais qui étaient plus vieux de 2 ou 3 ans, ils étaient indépendantistes. Évidemment, on s'opposait à nos pères, qui, eux, étaient des fédéralistes. Et à l'époque, être souverainiste puis être au Parti québécois, c'était être pour tous les progrès, parce que ça incarnait la cause féministe, ça incarnait la cause des ouvriers, ça incarnait la cause de la langue, et ça incarnait la cause de la laïcité aussi, parce qu'on était dans les années 70, on se débarrassait des curés. Et puis c'était au Parti québécois qu'on se débarrassait des curés. Et donc, c'était l'étendard de la liberté et du progrès. Tout ça était incarné autour du Parti québécois. Et donc, moi, j'étais tout à fait dans cette mouvance-là. Euh, et ensuite, je suis allé à l'étranger. Je suis allé en France, je suis allé aux États-Unis. Et, et c'est évident. Je connais plusieurs personnes qui, comme moi, étant à l'étranger, on se rend compte de la valeur de notre nation d'origine. C'est-à-dire, bon, ils sont intéressants, ils font des tas de choses, mais ils ont aussi des travers. Et puis, on n'est pas pire qu'eux. Puis, si eux sont indépendants, pourquoi nous, on ne l'est pas? Et moi, je parle bien anglais, j'ai voyagé au Canada anglais, j'ai beaucoup de respect pour le Canada anglais, mais aussi, c'est pas notre pays. Il n'y a pas de raison. On se rend compte, il n'y a pas de raison qu'on soit dans ce pays-là. Et donc, c'est aussi une éthique de la responsabilité. Moi, je déteste tous les débats qui se terminent par « on ne peut rien faire, c'est la faute du fédéral ». Moi, j'aime dire que c'est notre responsabilité. On va prendre nos décisions, on va faire des erreurs, on va avoir des succès, mais on va arrêter de se plaindre que ce n'est pas notre responsabilité. Prenons nos responsabilités et assumons nos succès et nos échecs. Mon père était entrepreneur, donc peut-être qu'il m'a donné cette éthique-là, et il est devenu souverainiste, lui, pendant les années Reach. À la fin, il disait, alors, s'il ne nous respecte pas, on va s'en aller. Il y a aussi le respect et le respect de soi. Et puis, ça ramène à notre discussion sur les écoles secondaires à Montréal. Il y a un genre de perte de respect pour la nation et de respect de soi qu'on ne peut retrouver qu'en posant le plus grand geste de respect qui soit, c'est de dire, on va être une nation, État, on va décider par nous-mêmes. Le point de bascule, il est là. Mais ça m'a... j'avais même 14-15 ans. Et ça me semblait assez évident. Pour avoir vécu à l'étranger aussi, j'ai remarqué un phénomène intéressant, c'est que quand on se présentait, même moi, comme j'ai dit, ayant vécu au Royaume-Uni, on disait, bon, je viens du Canada, mais je viens du Québec plus spécifiquement, et tout de suite, les gens allumaient, même s'ils ne connaissaient pas nécessairement très bien le Québec, mais tout de suite, il y avait une différence entre les Québécois et les Canadiens. Et quand les Canadiens, j'ai rencontré bien sûr plusieurs Canadiens anglophones du reste du Canada, à qui je suis devenu très bons amis, se présentaient, en fait, la première réaction des Anglais ou de d'autres nationalités d'ailleurs était « Ah, attends, vous êtes Américain ou pas? » Et là, il y avait une confusion identitaire dans les yeux des deux interlocuteurs, le Canadien anglophone et l'Anglais ou une autre nationalité. Hein. Et je me rappelle que ça m'avait marqué. Et je m'étais rendu compte que pas le défi, mais la confusion identitaire était aussi présente au Canada anglais, était que la nôtre, bien sûr. Mais elle était peut-être plus profonde, en fait. Je crois que le Canada a une certaine crainte à savoir sa propre identité. Le Canada post-national de Trudeau me semble être une sortie pour eux de ce espèce de vide identitaire là, dans lequel ils baignent sans vouloir se l'admettre, si je peux dire. Vas-y. C'est un débat qui se fait dans les milieux intellectuels et culturels canadiens depuis longtemps, d'essayer de définir quelle est l'identité canadienne distincte de l'identité américaine. Puis cette peur des Canadiens d'être avalés par les Américains, c'est d'ailleurs dans le débat sur le libre-échange. Les Québécois étaient favorables au libre-échange parce que nous, de toute façon, on transigeait avec le Canada, on peut bien transiger avec les Américains. C'est pas ça qui va faire une grande différence.
c'est des anglo nord-américains, alors que donc nous, on a voté pour le Parti conservateur dans une élection qui tenait lieu de référendum, en fait, en 84 sur cette question-là, ou en 88, avec Mulroney, alors que le reste du Canada anglais, surtout l'Ontario, ont voté contre parce qu'ils craignaient d'être avalés par les États-Unis. Ça ne s'est pas produit, mais c'est un signe de la conscience qu'ils ont de la fragilité de leur identité. Et un des arguments qui maintenant est moins prégnant, mais qui l'était à l'époque, c'est que le Québec ne pouvait pas partir parce que la dualité linguistique était le fondement de l'identité canadienne et que si on partait, il n'était plus distinct des États-Unis. Maintenant, ça, ce n'est plus vrai. Je pense qu'il y a une grande différence entre, disons, le prochain référendum et le dernier. C'est que le dernier, quand ils sont venus à plusieurs centaines de milliers nous dire de ne pas partir dans ces grandes manifestations, puis il y avait des manifestations dans le reste du Canada aussi, des gens qui pleuraient en disant « Le Québec ne peut pas partir ». Ça ne se passera pas, ça, en 2027 ou en 2028. Il n'y aura pas de manifestation de « Ne partez pas ». Ça va être « Vous êtes encore là? Ben, partez ». Tu sais, l'attachement au Québec, c'est complètement dissipé. Il y a des générations de Canadiens anglais, et pas seulement ceux qui sont issus de l'immigration, qui sont très nombreux, on leur dit, il y a 2 peuples fondateurs, ils vont dire lesquels? Ah, ben, les Amérindiens. Ils vont dire les Autochtones. Je veux dire, de dire que les Québécois sont 2 peuples fondateurs, que ça structure l'identité canadienne, ce n'est plus vrai. Alors, c'est la grande défaite de la famille Trudeau d'avoir voulu créer ce pays bilingue et multiculturel, le pays n'est plus bilingue. Il est multiculturel, mais il n'est plus bilingue. Et a perdu ce rêve d'être un pays avec 2 ancrages civilisationnels. Finalement, une question un peu plus personnelle. Vous êtes père de 5 enfants. Est-ce que la paternité a changé votre vision du monde et de la politique elle-même? Ben, c'est sûr que ça change notre mode de vie, ça change nos priorités. Il y a quelque chose, ça incarne complètement nos rêves. Quand on nous dit, bon, quel est ton plus grand rêve? Ben, mon plus grand rêve, c'est d'être avec mes 5 enfants à table, leur conjoint, la mienne, et je vois qu'ils sont tous épanouis, qu'ils ont réussi leur vie, et on est à table l'été dans un Québec indépendant. Je veux dire, c'est pas juste, ben, moi, je suis seul, je suis célibataire, je suis sans enfants, j'aimerais ça que le Québec soit indépendant. Là, être père, on veut transmettre aussi. On veut transmettre, on en débat, puis ce serait quand même génial qu'on vive tout ça ensemble, puis que ça fasse partie de notre vie. Puis évidemment, je suis plus intéressé à l'éducation que je l'étais avant. On le voit de l'intérieur, toute la question des écrans, la gestion des écrans. C'est pas théorique pour moi, c'est très pratique. Jean-François Hudé, merci beaucoup pour cet entretien. C'était un grand plaisir, tout à fait. Merci à tous.